Hey, salut toi. Est-ce que tu vois cette couverture de livre qui gigote? Hmm. Je pense que oui. Sinon, sache qu'il s'agit du livre d'un homme qui a fait front à une institution inique pendant près de 30 années. Et aujourd'hui, j'aimerais t'en parler. Extrait directement de ce que j'ai pu griffonner en faisant le résumé du livre d'Ernest Pardoe, le politique, dans ses parts actuelles, s'entremêle tant de la xénocratie d'argent qu'il n'a plus à mes yeux une réelle valeur. D'ailleurs, à celle d'Ernest Pardoe non plus, je le subodore fortement. Alors quand cette ingérence descend dans le juridique, pour pervertir le judiciaire et in fine la justice, oui, entre parenthèses, évidemment, que peut-on bien en attendre? Quand ce triptyque infernal de caste financière, de politique et de gens judiciaires s'entremêle, vos droits n'ont presque plus aucune valeur, si bien que si vous touchez la corde sensible, votre réduction au silence ne tardera pas à pointer le bout de son nez. En somme, la République bananière porte bien son nom. Découvrons très succinctement un bout du livre de la supercherie judiciaire d'Ernest Pardoe, que j'ai résumé pour vous en 2 temps. Un petit résumé si le temps vous manque, et un plus long si vous avez quelques minutes à tuer. En espérant qu'il vous apporte de quoi alimenter vos discussions, avec des arguments solides je l'espère. Le sujet du jour, la manus injectio, ou l'art de séparer la dette du corps physique du créancier. Bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas mon travail, je suis un lecteur passionné d'œuvres hétéroclites, et depuis plus d'1 année, je fais un bout de chemin sur YouTube pour vous fournir des résumés synthèses de ces dernières. Voici en quelques images ce que j'ai déjà produit. Voyons donc sur la dernière vidéo que le politico-financier désignait la junte judiciaire, et qu'il y avait peu de retournements de veste à l'intérieur de ces institutions, et que même leur irresponsabilité était organisée. L'avant-dernière vidéo parlait du corporatisme judiciaire, et vous pouvez aussi en voir une autre sur Xavier de Hautecloque. Place à la vidéo du jour, avec les résumés synthèses en 5 points. Si toi aussi tu ne souhaites pas perdre plus de ton temps à regarder le contenu en entier, car tu sais, tu as une vie de famille, que tu as l'emploi du temps d'un ministre, voilà ce qu'il ne faut pas louper de la vie. En 5 grands points. L'histoire nous informe que, durant la période romaine, donc sous le droit romain, l'art de la spoliation, qui n'est jamais éloigné de l'esclavage, permettait pour l'institution judiciaire de récupérer une dette en séparant physiquement le membre d'une personne qui était endettée. On la nomme aussi manus injectio. Cette manière de procéder enchaîne celui qui a la dette avec comme épée de Damoclès sur la tête, la mort ou la presque mort. À notre époque, dans un registre proche de celui de la mort, donc physique et ou social, si vous souhaitez vous différencier avec quelque chose de novateur, une situation similaire peut vous arriver, dit l'auteur. C'est l'exemple de Carl Slim, inventeur anglais de Tata Motor, mort avant de pouvoir commercialiser des voitures à air comprimé en Thaïlande, à 52 ans. Il se serait défenestré du 22e étage de son hôtel. Sacrée force quand même. Dans un autre registre, celui qui a vécu, conditionné depuis son enfance par un système de taxes à outrance, n'aura bien souvent pas la vision de l'escroquerie qu'il subit. Cette aberration du droit, car le conditionné l'élève comme ligne rouge à ne pas franchir, peut, dit l'auteur, qu'il suffit d'altérer le contenu des textes constitutifs de l'arsenal juridique pour soustraire le prédateur à sa propre rigueur. Cela s'accompagnant pour le lambda, le justiciable / sinistré, de l'illusion de la protection juridictionnelle en lui ôtant son caractère concret. Les magistrats, eux, rendront des entre guillemets services, plus que entre guillemets des arrêts. Système ONI, bonjour bonsoir. L'inapplication des lois instaure une tyrannie de corps. Aussi visible dans l'affaire Matisse, où la magistrate était fortement sous l'influence du socialisme. Pauvre immigré qui n'a pas nos codes. Ben voyons. Les magistrats sont-ils incompétents? Question. Ou le font-ils exprès pour se maintenir entre eux? Comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Le délit de corruption devrait être instauré, dit l'auteur. Mais dans un système qui se tient par la barbichette, point de cela. Comme dans les professions de ce genre, c'est-à-dire magistrats, notaires, huissiers, etc., il existe des codes déontologiques qui, bien souvent, sont superfétatoires. L'article B21 de son code lui interdit notamment de souscrire à des engagements externes à celle de la, je cite, loi républicaine.
ou de restreindre sa liberté de réflexion/analyse. Le magistrat Gérard Capachen avance, note l'auteur, une double appartenance avec une partie subversive de la FM. Oxymore puisque les porteurs, les tenants de la naissance de la République à la entre guillemets française, sont majoritairement FM. Dans la continuité de la corruption, l'article N127, daté du 8 au 14 avril 1993, du Courrier international mentionne qu'en Europe, la corruption fait partie des meubles. Les pots de vin sévissent autant à Rome qu'à Londres ou encore à Paris. Le triptyque politicien affairiste industriel se croise dans l'objectif d'établir des ramifications, utilisant le secteur public comme rampe de lancement jusque dans le tiers-monde. Christian Debris, dans les années 2000, constatait que si l'État le voulait, la délinquance et ou les paradis fiscaux pouvaient être supprimés du jour au lendemain. Mais business as usual. Désolé pour l'accent. Les mafias, qui pourrissent la vie des honnêtes gens, agissent comme des tiques, toujours à la recherche de subventions étatiques. Je vous laisserai découvrir la suite, évidemment, dans le grand résumé. Pour les mots-clés, nous avons l'art de la spoliation n'est jamais éloigné de l'esclavage ou du servage. Celui qui a vécu, conditionné, n'aura bien souvent pas la vision de l'escroquerie pleine et entière. Les magistrats rendront, eux, des services plus que des arrêts. Le code déontologique de ces derniers leur interdit de restreindre leur liberté d'action, ou de penser. Si l'État le voulait, la délinquance pourrait disparaître, du jour au lendemain. La manus injectio. Dans l'art de la spoliation, qui ne descend jamais très loin de l'esclavage, a existé dans l'histoire la dépossession totale des biens de celui qui s'est vu être, par transposition temporelle, évidemment pour l'exemple, sinistré de la dite justice entre guillemets. C'est aussi ce qui existait sous l'ancien droit romain, où la personne, donc considérée comme un sujet de droit, se voyait par la prononciation de sa persona juridique, en gros, pour montrer aujourd'hui ce que ça pourrait être la carte d'identité, être soustraite littéralement, c'est-à-dire physiquement, par son créancier. Pour l'auteur, cela enchaîne la créativité puis le créateur, ainsi que la marge de leur progrès, entre guillemets, à détailler au cas par cas évidemment. La naissance d'un contrepoids réel se solde bien souvent par la mort de ce dernier. Et là, pour un cas concret, on peut prendre exemple sur le directeur de Tata Motors, Carl Slim, qui s'apprêtait à produire des voitures à air, et qui est mort défenestré du 22e étage de son hôtel en Thaïlande. Il en existe d'autres comme lui. À savoir que, je pense qu'à mon avis, à cette hauteur, le double ou triple vitrage pour un vieil homme, il faut quand même une sacrée force pour y arriver. Pour se défenestrer tout seul. Passons. La spoliation se légitime donc par l'acceptation via le conditionnement transgénérationnel d'un système en apparence, pour le profane, qui le trouve, entre guillemets, utile, sans en voir l'étendue du désastre. Mais dans les détails, on s'aperçoit qu'il suffit d'altérer le contenu des textes constitutifs de l'arsenal juridique pour soustraire le prédateur à leur rigueur. Ou en rendant théorique, puis illusoire, la protection juridictionnelle, tout en lui ôtant de son caractère concret et effectif. En gros, ça sert pas vraiment à grand chose, quoi. Cela à la faveur des magistrats qui vont rendre des, je cite, services, plutôt que des, je cite, arrêts. Louis XIV en avait déjà gros sur la patate lorsqu'il arriva sur le trône. L'inapplication des lois instaure donc la tyrannie. C'est ce que l'on peut apercevoir évidemment avec l'affaire Matisse. Je sais pas si vous vous souvenez, Vincent Lapierre avait même fait une vidéo à ce sujet, où le tueur, déjà multirécidiviste, alors multirécidiviste à ma connaissance pas en tant que tueur, mais en tant que personne qui dégrade les biens d'autrui, continue à être relâché par le ou la magistrate en charge de son dossier. La question qui vient est donc la suivante. Est-ce que les juges sont incompétents ou corrompus? On peut poser la même question pour la magistrature. Le paléontologue Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes, disait aussi, je cite, « En administration, on obéit d'abord à la circulaire, puis à l'arrêté ou décret et enfin à la loi. » Bon, si on connaît un tant soit peu le droit, on sait normalement que la hiérarchie des normes fonctionne d'une manière tout à fait différente. C'est la norme la plus élevée qui a prééminence sur la plus faible. Normalement. Il faudrait donc, dit Pardo, instaurer la suspicion du délit de corruption, à l'encontre de tous ceux qui infléchissent une décision judiciaire et de surcroît aux magistrats.
Je saute volontairement un peu le reste pour ne pas révéler entièrement le contenu du livre. Hein. N'hésitez pas à vous le procurer évidemment, par vos propres moyens. Pour continuer sur ce qui existe comme texte chez les magistrats, on peut parler du recueil d'obligations déontologiques, qui sert plus souvent de substitut au papier-fesse, pour rester poli, qui relate à l'article B21 qu'il ne peut souscrire à aucun engagement de quelque nature qu'il soit, qui le soumettrait à d'autres contraintes que celles de la loi républicaine, ou encore de restreindre sa liberté de réflexion et d'analyse. Bon, si les lois sont prises par des hommes politiques, qu'une grande majorité de votants n'ont pas voulu, quid du fonctionnement évidemment de la démocratie représentative entre guillemets, qui côtoie le monde financier, cherchant pour ce dernier à mettre sa main grasse sur ce que le peuple produit, peut-on dire que désobéir aux lois par l'acceptation sous condition est un acte de résistance? Question posée. Comprenez-vous peut-être un peu mieux le ressentiment que peuvent avoir d'honnêtes gens qui essaient de s'en sortir dans un monde d'apparence? Puisqu'aujourd'hui, il est de coutume pour ce corporatisme de persévérer dans l'erreur, même quand elle détruit complètement une famille, un couple ou une entreprise. La question, comme dirait l'autre, est donc posée. Le magistrat Gérard Capachen, note l'auteur, avance la double appartenance envers la franc-maçonnerie et à sa dévotion envers les lois de la République. Mais n'y a-t-il pas là une sorte d'oxymore historique, quand on sait qu'une grande majorité des porteurs du républicanisme étaient francs-maçons? Comme le disait feu Stéphane Blett, l'opératif s'oublie au profit du spéculatif en termes similaires. Pour revenir sur Ernest Pardoe, il avancera après cela l'œuvre que je cite dans Le Mal français d'Alain Péréfitte, à propos du corollaire de la cime et de son marécage. Je pense que là, à mon avis, on fait référence à un aphorisme. Pour la première loi de Pardoe, je vous renvoie à ma première vidéo faite sur le sujet, pour comprendre la formule qu'il emploie. Si je ne m'abuse, c'est judiciaristique et juridistique. Vous irez voir sur la première vidéo. Un article N127 daté du 8 au 14 avril 1993 du Courrier international mentionne en substance que, dans cette, je cite, « Dans cette Europe, la corruption fait partie des meubles. L'international des pots de vin sévit autant à Rome, à Bruxelles, à Paris ou encore à Londres, et que politiciens, hommes d'affaires, industriels se croisent dans l'objectif d'établir des ramifications internationales jusque dans le tiers-monde. » Ce que vous avez bien entendu. Où l'on pourrait donc interroger pourquoi ils le font au nom d'un peuple qui à son tour se fera insulter par les importés, utilisant le secteur public comme rampe de lancement de surcroît. Christian Debris en 2000 constatait aussi que la petite délinquance, ou encore que les paradis fiscaux, si l'État le voulait, pouvaient être supprimés du jour au lendemain. Mais, business as usual. M'excuserez de mon accent un peu bancal. Si vous le voulez bien. Les mafias sont, avec les gouvernements et les entreprises transnationales, les principales organisations criminelles qui pourrissent la vie des honnêtes gens. Cosa Nostra, mafia sicilienne ou encore triade chinoise pour exemple. C'est la recherche de subventions étatiques que ces mafias visent en premier. Et évidemment, cela me fait penser à quelque chose, notamment avec l'affaire de Aude What the Fuck, ou encore des fact-checkers ou du fonds Marianne qui captent l'argent des impôts, des taxes, pour produire des œuvres qui bien souvent coûtent bien moins cher, mais je me demande sincèrement s'ils ne travaillent pas directement pour ces mafias. Je sais qu'il est difficile de travailler pour gagner sa croûte, mais quand même, faites un effort. L'auteur parle alors d'un des livres de Sophie Coignard, qui décrit dans une œuvre de captation des richesses l'exemple d'une entreprise installée dans le Gard durant l'année 1985, qui après avoir perçu des aides, s'est vue être placée en redressement judiciaire un an plus tard. On y apprend que d'un département à l'autre, une aide peut ou non vous être accordée. Ce genre d'affaire est tellement courant, tellement intimement lié au monde politique et financier, que l'on pourrait toute la journée, du matin au soir, vous en raconter. Cette vidéo étant maintenant terminée, j'espère qu'elle a pu vous apporter des éléments de connaissance, et qu'elle vous permettra d'avoir plus d'arguments si vous aussi, vous êtes des chercheurs de vérité. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout si ça a été le cas. Pour la prochaine, la quatrième, nous parlerons de la manne du secteur public, éternel vache à lait des mafias. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mes Lectures.